Bonjour Daniel, j'aimerais dans un premier temps que tu te présentes à nous. OK. Alors, je m'appelle Danielle Sabourin, massothérapeute et accompagnante depuis une quinzaine d'années environ. J'accompagne les gens qui ont la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées. Et quand j'accompagne, je m'appuie sur la méthode Montessori. Pour ce qui est du massage, bien, je l'offre aussi aux gens qui ont cette maladie, puis aux proches aidants également. Tu as mentionné Montessori. Peux-tu nous parler de cette personne? Montessori, c'est une femme médecin qui était aussi psychologue, psychiatre, etc. Mais surtout éducatrice auprès des enfants défavorisés. Le principe de son approche, c'était d'apprendre à faire seul et de penser par soi-même. Il y a toute une pédagogie qui s'est reliée à ça. Et bon, c'était fondé sur l'idée d'aider les enfants à se construire, à devenir autonomes. Et surtout, de se développer à leur propre rythme. C'est ça. Et quel est le lien entre la maladie d'Alzheimer et Montessori? Oui, le lien entre Alzheimer et Montessori, c'est Cameron Kemp, un médecin qui est toujours actif à travers le monde présentement, là, toujours actif. Lui, il a adapté l'approche de Maria Montessori auprès des gens qui sont en perte cognitive, neurodégénérative. Son attention s'est portée sur les capacités préservées des gens qui sont en perte cognitive et physique aussi. Voilà. Et quel est le lien avec toi? Le lien avec moi, en fait, j'ai été confrontée de temps à autre, peut-être même souvent à certains endroits, à des troubles de comportement. En fait, ce que vit souvent dans des CHSLD ou des résidences, enfin, les gens du réseau de la santé ou les proches aidants, lorsque la personne affectée par la maladie d'Alzheimer a un trouble de comportement. J'ai été confrontée à ça. Et voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée à la méthode Montessori. Quel sens donnerait-on à un trouble de comportement? J'ai pas la réponse à toutes les questions, mais la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi cela? En effet, pourquoi la personne a-t-elle un comportement perturbateur? Le comportement, oui. La plupart d'entre nous, ben peut-être pas la plupart, mais en tout cas, souvent on serait porté à dire « Ah, c'est de la démence ». Mais c'est pas de la démence. Le comportement perturbateur, c'est des essais, des tentatives de la personne d'exprimer un besoin. Et sa façon d'exprimer ne se fait plus normalement. Donc, ça produit bien souvent un comportement perturbateur, troublé. Mais quels sont les besoins de la personne? Ah, c'est vaste. Ça peut être un besoin de territoire, un besoin d'espace, un besoin d'intimité, un besoin de sécurité, un besoin de contact humain.
Daniel, que faire si on ne connaît pas la personne? C'est ce qui arrive souvent quand la personne arrive au CHSLD ou en résidence. Elle ne connaît personne, elle ne connaît pas son environnement. Les gens qui travaillent là ne la connaissent pas. Que faire? S'intéresser à son histoire de vie, à ses habitudes, à ses capacités. Et y a-t-il des liens avec le moment de son agitation et possiblement des événements passés? Oui, bien sûr. Mais comme nous tous d'ailleurs, on peut avoir des émotions qui se sont passées autrefois et qui reviennent aujourd'hui. Mais la personne affectée par l'Alzheimer, ça se passe, il y a 30 ans, ça se passe maintenant. Elle vit au présent. Ce serait maladroit d'essayer de la raisonner. Alors, je vous amène au cœur du sujet. Avez-vous remarqué comment dans nos sociétés, on veut tout contrôler? Alors, pourtant, le choix, c'est ce qui nous permet de nous exprimer en tant qu'être humain. Tu sais, pensez à tous les choix que vous avez faits depuis ce matin. Ils sont énormes, nombreux. Même si l'endroit est beau, l'endroit où habite la personne affectée par l'Alzheimer, même s'il y a beaucoup de services, si elle ne sent plus que ses capacités sont mises à contribution, elle aura assurément une perte de joie de vivre, je dirais même une perte de l'intérêt de vivre. Quel genre d'activité pourrions-nous faire? Est-ce qu'on pourrait faire moins d'activités occupationnelles, genre télévision? Bien sûr, l'activité bingo, par exemple, est très populaire et pas mauvaise en soi. Mais il y aurait moyen de faire participer la personne affectée par l'Alzheimer. Ça peut être aussi la préparation d'un repas. Ça peut être les collations, l'arrosage des plantes, peu importe l'activité. Alors, je peux vous donner un exemple. Bon, c'est un exemple. Enfin, ce qui s'est passé récemment avec une dame qui a toujours préparé les repas chez elle et son mari, atteint d'Alzheimer, lui proposait de l'aider. Alors, elle était un peu réticente parce que c'est ce qu'on retrouve justement dans certains milieux. Bon, pour pas que ça soit trop long, est-ce qu'il va se blesser avec des ustensiles? Ça ne sera pas fait peut-être à mon goût. Enfin, tout ça pour dire que la personne, son conjoint, se sentait surveillé et il s'est fâché. C'est certain que confier une activité à une personne affectée par l'Alzheimer, il faut aussi penser à changer sa façon de voir, ses points de vue. Oui, assurément. Accepter qu'il y aura des changements, qu'il y aura des possibilités que ce soit fait autrement. Daniel, quel genre d'environnement devrions-nous créer pour les personnes atteintes d'Alzheimer? Oui, on est capable de créer d'autres environnements, bien sûr qu'on est capable. Ce sont les personnes du réseau de la santé, les proches aidants, vous et moi, qui pouvons créer un environnement humain pour ces personnes. Où la personne va se sentir vivante, faisant partie d'une famille, d'une communauté ouverte
vers l'extérieur. Donc, devrions-nous traiter les personnes autrement dans le but de provoquer des changements? Bien sûr, c'est à nous de faire des changements auprès de ces personnes. C'est à nous de faire ça, de ne pas confondre la maladie avec la personne. De changer nos points de vue, changer nos façons de faire, changer nos croyances. C'est à nous de faire ça. Je m'adresse aux proches aidants. La personne affectée par la maladie d'Alzheimer peut toujours apprendre. Vous pouvez lui laisser le contrôle de sa vie, selon ses habitudes et bien sûr selon ses capacités. Quant aux gestionnaires d'établissement, il y a un effort à faire pour élever les standards, afin que ces endroits deviennent des endroits où il y a un succès. Je ne connais personne qui désire aller vivre dans un CHSLD. Alors c'est à nous de transformer nos façons de penser et aux gestionnaires aussi de transformer ces endroits. S'intéresser aux résidents, c'est un travail valorisant pour les employés qui n'auront plus envie de quitter leur emploi. Quant aux directeurs et aux directrices de ces établissements, c'est un travail agréable. Et, je vous rassure, c'est une économie d'argent et une économie de temps. Quelques mots concernant les proches aidants et le massage, qui contribuent grandement à alléger le physique et le mental. N'attendez pas que la tension soit au maximum. Donnez-vous du temps. Souvent. Ça peut être des petits moments, effectivement, ou des moments un peu plus longs. Mais c'est nécessaire que vous rejoigniez le bien-être en vous. Quant aux personnes affectées par l'Alzheimer, quelle que soit l'évolution de la maladie, le massage est toujours un bienfait. Il contribue, en fait, c'est un moyen de communication. Et il contribue à valoriser l'image de soi. Ah, j'ai oublié de vous dire un exemple qui me vient en tête parce que j'ai souvent massé des personnes qui n'avaient plus l'accès à la parole. Et je voyais leur visage serein. J'ai même vu, à certains moments, des larmes couler sur les joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, ni des larmes de douleur. Oui, le massage, c'est un bien-être pour les personnes affectées par l'Alzheimer, qui, comme je le disais, contribue à valoriser l'image de soi et préserver l'intégrité. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez dans le générique d'autres informations concernant Montessori Alzheimer.